à tous et bienvenue sur ludovox.fr. Nous sommes à Cannes pour le Festival international des jeux et je suis avec Ségolène de Gigamic. Bonjour. Bonjour à tous. Comment vas-tu, Ségolène? Je vais bien. Écoute, j'ai encore un petit peu de voix après ce troisième jour. Je suis très contente parce que jeudi, c'était vraiment pas gagné. Achievement unlock. Bravo. Alors, tu viens avec 3 jeux à nous présenter. Donc, il y a une sortie salon, une avant-première avec Pitch Out et Salade de Poing qui est sortie il y a déjà quelques semaines. Oui, il est sorti mi-janvier déjà, donc effectivement, ça fait déjà quelques semaines. On va revenir donc sur Salade de Poing dans quelques instants. On va commencer avec une présentation de Mystery House. Donc c'est un jeu coopératif avec application. Oui, c'est en fait un principe d'escape room dans une structure 3D guidée par une application mobile téléchargeable gratuitement sur iOS et Android sans aucun problème, en version française, bien évidemment, où on va avoir donc cet objet un petit peu mystérieux, une maison en fait. Ça va se jouer dans une maison et on va pouvoir la tourner, voir tous ces petits détails. Là, on a fait une mise en place d'un des 2 scénarios qui est donc vendu dans la boîte de base. Je vous ai mis l'application pour qu'on puisse voir un peu à quoi ça ressemble. Et puis, on a des cartes objets qui sont donc numérotées. Normalement, on n'est pas censé les voir. On a un peu triché. Bon, c'est pas grave, on dira rien. Zut, c'est ma faute. Non, c'est pas grave. Et on a des cartes objets et en fait, on va devoir résoudre des énigmes pour réussir à s'en sortir. Là, je crois qu'on a mis en place Portrait de famille, qui est une histoire. En fait, on va rentrer dans une maison un peu hantée, en tout cas abandonnée, et on va trouver des traces d'une famille, la famille Vernet, et on aimerait savoir un petit peu ce qui s'est passé. On va tomber sur des souvenirs, des choses comme ça. Alors, il n'y a rien de gore, mais c'est quand même des thématiques un peu adultes, ça peut être un peu horrifique, et l'application va nous mettre dans une ambiance un peu sonore, enfin, voilà, pour nous plonger vraiment dans l'ambiance. Et pareil pour l'autre scénario, le Seigneur du Labyrinthe, qui donc est un scénario où un enfant s'est fait kidnapper par le Seigneur du Labyrinthe, donc on va se retrouver face à des créatures un petit peu étranges, donc ça peut heurter la sensibilité, c'est pour ça qu'on le conseille plutôt à partir de 12 ans, pour un public adolescent adulte. Il y a des niveaux de difficulté différents d'un scénario à un autre. Alors en théorie oui, mais c'est marrant parce que celui qui est censé être le plus facile c'est le Seigneur du Labyrinthe et moi j'ai plus galéré sur celui-là. Voilà, mais en fait ils sont juste différents dans leur façon d'être résolus. Dans le Seigneur du Labyrinthe on a beaucoup d'énigmes et dans Portrait de famille on essaye plutôt de résoudre un scénario, de suivre le fil d'une histoire par exemple. Donc voilà, c'est juste des façons différentes de jouer, mais les deux sont très intéressants et on a normalement 1 heure pour résoudre et nous on s'en est pas sorti en 1 heure de temps. Bon après tout va bien, la maison n'explose pas, je vous rassure, vous pouvez continuer, il n'y a pas de problème. La maison, c'est la boîte de jeu en fait qu'on récupère et on va monter soi-même les petits éléments. Est-ce que tu peux nous dire comment ça fonctionne avec l'application? Oui, pas de souci. Alors, les joueurs vont devoir en fait regarder les petites cartes et pendant que l'autre maître du jeu qui a donc l'application, je vous fais par exemple une nouvelle partie, oui, les cartes, pardon, les tuiles en fait, plutôt, c'est plus exact. Sur notre application, on a tous les numéros qui correspondent au numéro des tuiles. Et donc, on va essayer de rentrer par exemple B2. On va se retrouver face à une liste de mots. Alors vous voyez peut-être pas parce que mon téléphone n'est pas très grand, mais bon, on voit qu'il y a une liste de mots. Et là, on va devoir se dire, bah tiens, en B2, quel est le mot qu'on cherche? Qu'est-ce qui pourrait correspondre? Des fleurs, un balcon, une pierre, etc. Si on se trompe, on perd du temps. Bon là, évidemment, je fais au pif, donc j'arrête pas de perdre du temps. C'est un peu nul. Et si on a raison, l'application va soit nous donner une carte objet, tenez, vous avez trouvé une clé, par exemple. Voilà, elle va nous dire prenez la carte 1, prenez la carte 2. Soit elle va nous dire bah, vous avez réussi à ouvrir une porte ou à résoudre une énigme et on va pouvoir enlever des tuiles. Et à ce moment-là, le système qui est super sympa, c'est qu'on va découvrir plein de nouvelles choses à l'intérieur de la maison avec des nouveaux détails, des nouveaux objets, etc. pour pouvoir suivre le fil de notre aventure. On va pouvoir voir à l'intérieur, plus loin, une autre illustration. Exactement. Et on va pouvoir du coup s'aider avec des lampes de poche parce que là, jusque-là, au bord, ça va, on voit bien. Mais après, quand on arrive au milieu de cette maison, ça commence à devenir un peu sombre. Donc, on va s'aider avec nos lampes de poche. On va tourner la maison dans tous les sens. Nous, on conseille d'y jouer avec soit des boîtes de jeu en dessous, soit de mettre la boîte du jeu de façon verticale pour la poser au-dessus pour que ce soit à hauteur d'yeux et que les gens soient pas comme ça à se casser le dos pour regarder à l'intérieur. J'avoue que c'est pas mal de l'avoir à hauteur d'yeux. Ouais, on voit pas très bien sinon. Ok, donc ça c'est Mystery House, il est déjà disponible. Oui, il est disponible. Il est sorti là, tout juste pour le Festival de Cannes. Il est arrivé à temps. Il a failli avoir un petit incident, mais il a pris un train express du Pas-de-Calais jusqu'à Cannes et voilà, il est là, tout va bien. Le prix public, c'est 30 €. Tout rond. Ok. Avec 2 scénarios déjà inclus dans la boîte et probablement, si ça marche bien, j'imagine d'autres scénarios
C'est déjà le cas, il y a déjà un troisième et un quatrième scénario qui sont prévus, pas forcément là dans la minute, mais normalement le troisième sera quand même pour l'année 2020. Et après, à voir à quel point ça fonctionne et à quel point Cranio, du coup, qui est l'éditeur de base, va suivre pour sortir de nouveaux scénarios. Si Cranio sort les scénarios, Gigamic va suivre. Oui, a priori, pas de souci. Super. On va parler de Salade de points qui est sorti donc en janvier. Donc c'est un petit jeu boîte métal dont on a parlé sur Ludovox. Si vous vous souvenez, il y a un Just Play qui est passé il y a pas très longtemps. Donc je te laisse en parler. Eh ben, Salade de points, c'est un jeu qui rencontre un fort succès depuis qu'il est sorti. Ça nous a nous-mêmes un peu surpris parce qu'en fait, c'est un jeu rapide, très coloré et assez facile à jouer, qui se renouvelle beaucoup puisqu'on va devoir marquer un maximum de points grâce aux légumes du potager. Qu'est-ce qui va se passer? En fait, sur nos cartes, on a un côté avec des objectifs de points et de l'autre côté, un légume. Toutes les cartes sont comme ça, donc du coup, sur les 108 cartes, il y a 108 façons de scorer différentes qui sont complètement uniques et propres à chaque carte. Ça va beaucoup renouveler le jeu. C'est super rapide, le principe c'est qu'on a, je vais mettre des légumes, ça va être un peu tous les mêmes parce que les cartes sont pas mélangées, mais on va faire comme si j'avais préparé. Voilà, 6 légumes, faisons ça. On va les disposer et à notre tour, on va avoir le choix entre soit piocher une carte légumes du potager, soit récupérer une carte objectif d'une des 3 piles. Donc moi, par exemple, je vais prendre ces 2 cartes, on va le compléter. C'est à toi de jouer, par exemple, tu vas prendre 2 cartes ou un objectif. Et du coup, les objectifs qui étaient ici deviennent des légumes. C'est un peu tout le principe, ce qui nous permet éventuellement de bloquer l'autre quand on voit qu'il a une stratégie poivron et que les poivrons font beaucoup de points. On lui dit, bah non, soit je le prends, soit je prends des légumes qui correspondent à la colonne pour pouvoir retourner son objectif. Parce qu'on a plein de façons de scorer. Là. Il y a combien de cartes? Il y en a 108. Donc il y a autant de façons de scorer. Exactement, ce qui fait beaucoup. Et à la fin de la partie, donc toutes nos cartes légumes comptent pour chacun de nos objectifs. Nos objectifs sont strictement personnels, évidemment, hein, on se débrouille nous-mêmes avec nos scores. Et si à un moment donné de la partie, on voit qu'on est un peu embêté parce que par exemple, moi j'ai plein de tomates ici et mes tomates elles me ramènent moins de points, je trouve ça un peu nul. Du coup, j'ai le droit à mon tour de retourner cette carte pour que ça devienne un légume. Le légume étant indiqué derrière. Je me dis, allez hop, ça me fera toujours ça de moins et ça, voilà. Mais l'inverse n'est pas possible, par contre. On peut juste retourner une carte score en légumes. Très bien, donc ça se joue de 2 à 6 joueurs. Avec une adaptation du nombre de cartes, en général, on met 3 légumes par joueur parce que sinon, à 2 joueurs, on passe 45 minutes à compter nos points à la fin de la partie. Effectivement. Un peu long. Un peu dommage. Donc voilà, c'est une salade de points, hein, ça annonce la couleur, j'ai envie de dire. Est-ce que tu peux nous dire les noms des auteurs? Alors, c'est un trio, je ne me rappelle plus non plus. C'est ça, Molly Johnson, Robert Melvin et Sean Stankiewicz. En fait, c'était ça, hein, c'était pour me mettre au défi. Voilà, exactement. D'ailleurs, on l'a pas fait sur Mystery House. On a oublié de... Antonio Tinto sur Mystery House. Plus facile à retenir, hein. Très bien, merci pour cette présentation. On va enchaîner avec l'exclusivité. Donc ça sort plutôt mai, c'est ça? Courant du mois de mai. Et c'est Pitch Out, un jeu de pichenette. Comme son nom l'indique, oui, on va essayer de sortir nos adversaires du terrain. Pitch Out, qui est donc un jeu de pichenette et de duel dans lequel on va devoir sortir son adversaire de l'aire de jeu. Ici, à Cannes, ce qui est super chouette, c'est qu'on avait des tables de kits d'animation qui sont toutes prêtes, 80 cm par 80 cm avec une aire de jeu et des petits rebords pour éviter qu'on passe notre temps à courir après les pièces sur le stand. Mais l'avantage de ce jeu, c'est qu'on peut y jouer partout, y compris par terre, à partir du moment où on délimite notre aire de jeu et qu'on dit, bon, là, je considère que si ça touche la boîte, c'est dehors, donc fais attention. Voilà, on fait nos propres règles, on choisit notre terrain, exactement, et on va pouvoir jouer où on veut. L'avantage, c'est que tu l'as vu, tu vois, ça s'emboîte. On peut le mettre après dans le petit sac qui est livré dans la boîte puisque nos jetons sont rangés. Et on l'emmène où on veut. Comment ça marche? Comment ça fonctionne? Donc on joue 2 équipes, les Citizens contre les Hoods. Enfin, c'est plutôt les Citizens bleus et les Hoods rouges qui vont avoir chacun des pouvoirs particuliers. Chaque personnage a des pouvoirs particuliers. Le but du jeu étant d'éliminer le capitaine adverse, c'est celui qui a une étoile. Ou alors de le laisser tout seul en vie, donc d'éliminer tous les autres jetons. Pour éliminer quelqu'un, il faut l'éliminer de la table et donc le pousser, hop. Forcément, ça sort de la caméra puisqu'on l'élimine de l'aire de jeu pour l'éliminer. Ils ont tous donc des pouvoirs particuliers. Dans chaque équipe, 5 personnages ont les mêmes pouvoirs et ils ont 3 personnages avec des pouvoirs asymétriques. On a donc le capitaine qui peut copier le pouvoir d'un personnage de son équipe précédemment éliminé.
à chaque tour. Donc si on a plusieurs morts, il peut changer à chaque tour de choisir le pouvoir. On a ensuite le runner qui lui a le droit de jouer 2 fois à condition que la première fois il ne touche ni d'obstacle ni de jetons. Donc si je fais ça, je peux rejouer, mais si je fais ça, je perds mon deuxième tour. On a un pouvoir actif ici avec l'immortel et son symbole infini, c'est-à-dire que si par mégarde j'envoie mon immortel un petit peu trop loin et qu'il sort de l'aire de jeu, même s'il tue un autre adversaire, il revient dans mon aire de jeu. Voilà, il est super fort, mais c'est uniquement quand c'est mon tour, s'il se fait sortir autour de l'adversaire, il est mort. Pareil pour l'assassin qui est un pouvoir actif. Alors lui, il est vraiment très très fort parce qu'il a juste besoin de toucher une pièce adverse pour l'éliminer complètement. Il n'a pas besoin d'aller jusqu'à l'éjecter de la table. Et enfin, le pouvoir passif de l'équipe, le protecteur. Alors lui, c'est un peu notre joker, puisque quand on va perdre une de nos pièces, quand on a un personnage qui va mourir, on va pouvoir choisir de en fait sacrifier notre protecteur pour finalement récupérer notre pièce, y compris quand c'est le capitaine. Ce qui est plutôt pas mal. Ça veut dire que si dès le premier tour, pas de chance, je me fais virer mon capitaine, ce qui m'arrive régulièrement, je peux le récupérer avec le protecteur, tout va bien. Et donc ça, c'est les pouvoirs qui sont communs aux deux équipes. Et après, on a des pouvoirs asymétriques pour les bleus et pour les rouges. Alors, qu'est-ce qu'on a chez les bleus? On a des pouvoirs plutôt militaires. Donc on a celui-ci qui est le combattant, qui a un peu le même pouvoir que le runner, sauf que lui, il faut qu'il touche un jeton adverse ou allié pour pouvoir rejouer une deuxième fois. Sinon, il a le droit qu'à une seule partie. On a le sergent qui, lui, est super fort aussi, puisqu'en fait, il est insensible au pouvoir de tous les autres jetons. Donc s'il se fait toucher par l'assassin, il peut pas mourir. Sa seule façon d'être éliminé, c'est d'être vraiment en dehors du terrain, exactement. Et enfin, Monsieur Barrière, le costaud, dès qu'il touche un obstacle, y compris celui de l'adversaire, il peut prendre cet obstacle et le remettre où il veut autour de lui, à condition que ça touche sa pièce. Donc du coup, c'est vraiment pas mal parce que ça fait bon, voilà, maintenant t'es tout nu, je t'ai libéré le passage, il n'y a plus d'obstacle devant toi, débrouille-toi. Changer le terrain au fur et à mesure, du coup. Exactement. Et ensuite, on a les pouvoirs rouges qui sont plutôt des pouvoirs un peu magiques, entre guillemets, donc des pouvoirs différents. Avec l'empoisonné qui fait que si il touche un jeton ou si on le touche, c'est un pouvoir actif-passif, il va éliminer le jeton adverse, mais lui aussi va mourir parce qu'il va se retrouver empoisonné par son propre poison. Donc c'est du one-shot, mais s'il traîne au milieu du chemin et que quelqu'un par mégarde le touche, bon, c'est un peu perdu, quoi. On a ensuite le fantôme. Alors lui, dès qu'il va toucher un adversaire, il va venir se positionner par-dessus. Seul moyen pour l'adversaire de récupérer sa pièce qui est immobilisée, de faire une pichenette pour l'enlever, ou d'attendre que le rouge rejoue son fantôme qui est déjà placé sur la pièce. Et enfin le dernier, le chaman, donc lui, il faut qu'il élimine une pièce adverse, et quand il élimine une pièce, c'est simple, il va le récupérer, il va faire « Coucou, tu vas devenir mon petit zombie ». Et donc le rouge va récupérer un supplément, il peut en avoir jusqu'à 2 simultanément, et voilà. Ça plairait à notre chaman, ça. C'est ça, effectivement. Du coup, c'est une nouvelle gamme, ça? C'est une... J'ai pas le souvenir d'avoir déjà vu des formats comme ça chez Gigamic. Alors non, c'est juste que c'est du hors gamme entre guillemets. C'est en fait on travaille avec l'éditeur Jocus avec qui on avait déjà travaillé sur le jeu Sbire, et donc on sort ce packaging qui est un petit peu différent. Mais de toute façon, l'idée étant de pouvoir vraiment jouer avec la boîte un peu partout et de l'emmener où on veut sur le terrain, même à la plage, pourquoi pas. Ça peut être rigolo d'essayer de faire des pichenettes sur le sable. À mon avis, c'est pas facile. C'est un peu chaud. Difficulté plus. On peut imaginer aussi qu'il y ait des nouvelles factions si jamais le jeu fonctionne. J'imagine que vous y avez pensé. De ce que je sais, c'est déjà prévu. Il devait y avoir 4 peuples à la base parce qu'il y a vraiment toute une histoire autour du jeu qui est racontée dans les règles du jeu, avec vraiment ces 2 peuples qui s'affrontent pour une raison particulière. Et voilà, c'est le moment de montrer qui c'est qui est le plus fort. Et je sais qu'ils avaient déjà prévu de nouveaux peuples, donc à mon avis, si le jeu fonctionne, ce sera amené à évoluer. C'est aussi pour ça que les tokens sont en carton et pas en autocollant, pour nous permettre de pouvoir justement rajouter des petits goodies, des nouveaux personnages ou de les changer. C'est amené à évoluer. Merci, Ségolène. De rien, avec plaisir. On va suivre tout ça avec intérêt. À bientôt sur ludavox.fr.